Bonjour et bienvenue dans cette question, votre magazine hebdomadaire de débat. Nous passons au peigne fin les grandes questions de la semaine, une semaine qui a été marquée par beaucoup d'événements, comme par exemple cette marche de l'opposition en République démocratique du Congo, marche prévue à Kinshasa ce samedi 20 mai, une marche qui a été étouffée. Selon les opposants, on va analyser avec les analystes qui sont déjà en plateau et en deuxième partie, nous allons parler de l'audit du fichier électoral. Cet audit électoral qui fait couler beaucoup d'encre et des salives. Pour en parler, je vous parlais déjà des analystes. J'ai le plaisir de recevoir d'abord Socrate Mouchaïl, qui est communicateur d'Ensemble pour la République, un parti de l'opposition congolaise, un parti qui s'assume comme étant de l'opposition. Soyez les bienvenus, monsieur Socrate Mouchaïl. C'est moi qui vous remercie, monsieur Léo, sur ces beaux plateaux de Mikuba. Je vous remercie. D'accord, merci bien. À côté de lui, nous allons avoir Trésor Mbia, qui est aussi communicateur, cette fois-là, de la majorité présidentielle, porte-parole du parti AFDC, qui est parti de la majorité. Soyez les bienvenus, monsieur Trésor Mbia. Merci beaucoup, monsieur Léopold. Je vous remercie pour être sur ces beaux plateaux de Mikuba TV. D'accord. Pour faire l'équilibre entre les deux politiques qui sont sur le plateau, on va avoir besoin d'un analyste indépendant. Vous le connaissez bien, on n'a pas beaucoup à le présenter, monsieur Jotin Tchibouid, qui est notre analyste politique indépendant ce soir. Soyez les bienvenus. Merci beaucoup, monsieur Léopold, pour la énième invitation sur le plateau de Mikuba Télévision. D'accord. Déjà, on parlait des événements qui ont eu lieu dans le courant de cette semaine. Il y en a beaucoup. Par exemple, il y a cette visite de madame la gouverneure intérimaire qui a quand même passé beaucoup de moments à Kinshasa. Elle a été de retour dans son loi là-bas. Elle a visité le lycée Mwanga, ce lycée, pour la petite histoire, qui a été victime d'un incendie en avril dernier. Socrate Mouchaïl, comment vous analysez cette visite de madame la gouverneure intérimaire au lycée Mwanga, une visite de compassion, de réconfort après tout ce moment? Comme toute mère, après une si long moment qu'elle était absente en province, elle a pris vraiment cette initiative d'aller rendre visite à cette école qui a vu le feu, qui a été incendiée, où nous avons même enregistré un cas de mort d'une charmante petite fille, paix à son âme, où elle se repose dans la rivière des Anges. C'est vraiment un acte qui est à féliciter. C'est un acte à féliciter, à encourager, d'autant plus parce que, vous voyez, après tout ce qu'il y a eu, ça a créé vraiment des drames et la peur dans les chefs des filles de cette lycée. Vraiment, moi, je trouve que c'est un geste à louer de la part de Maman Fifi Masuka Saïli. Un geste à louer, bien entendu, mais il y a aussi un autre dossier. Il y a le président Hakainde Hichilema, vous le connaissez, c'est le président de la République de Zambie. Du haut de son rang, il a regardé les caméras, il a dit ce qu'il estime sa vérité sur le dossier de la pénurie de maïs en République démocratique du Congo dans le Katanga et le Kasaï. Il a dit que le gouvernement congolais n'a jamais demandé officiellement, formulé une demande officiellement de la farine de maïs auprès de son pays. Le gouvernement congolais qui disait qu'il y avait une certaine main noire sur ce dossier de maïs. Trésor Mbia, vous êtes communicateur de la majorité, d'un parti de la majorité présidentielle. Quelle est votre réaction par rapport aux propos de Hakainde Hichilema, de propos qui ont réjoui certains partis d'opposition? Merci beaucoup, M. Léopold, pour la question m'adresser. J'aimerais juste éclaircir aux Congolais que M. Hakainde s'est contredit lui-même. Comment est-ce qu'il peut dire qu'il n'y a jamais eu de demande officielle? S'il n'y a pas de demande officielle, donc il y a une demande officieuse. C'est la demande officieuse là-bas qui justifie la main noire que les autorités congolaises ont soulevée pour la pénurie de maïs dans les Grands Katanga ainsi que dans les Grands Kasaï. Voilà un peu que le président zambien, M. Hakainde, s'est contredit lui-même. Il n'y a jamais eu de demande officielle aussi longtemps qu'il n'y a pas eu de demande officieuse. C'est-à-dire cette main noire là-bas est justifiée aussi longtemps que lui réclame qu'il n'y a jamais eu de demande officielle, il y a toujours eu des demandes officieuses. C'est ce que nous les Congolais, nous pouvons retenir. Ce que nous pouvons retenir en même temps, il faut, comme le vice-premier ministre de l'économie le disait, il faut travailler au niveau local, au niveau de la RDC pour avoir nos propres champs, pour faire de l'agriculture et produire en quantité industrielle le maïs. Effectivement, voilà même pourquoi le gouverneur du Haut-Katanga, M. Jacques Kaboula, est aujourd'hui en Afrique du Sud pour s'enquérir de la situation de l'agriculture en République démocratique du Congo, principalement dans les Grands Katanga. Voilà.
L'idée donnée par le vice-premier ministre et le ministre de l'économie, c'est une idée à appuyer car les jours à venir, on aura maintenant une politique appropriée sur le plan agricole. Voilà, merci bien. Nous allons passer la parole à Jotan Tchibouid sur un autre dossier qui n'a pas marqué seulement cette semaine. Ce dossier a commencé depuis un moment, le dossier des ex-agents de la GECAMINE qui passent nuit au siège social de l'entreprise KCC pour une affaire de décompte final non payé. L'Assemblée provinciale a pris à bras le corps cette question. Jotan Tchibouid, comment vous trouvez ce dossier des ex-agents de la GECAMINE qui n'ont pas été payés? Oui, en tout cas, c'est très déplorable. Pourquoi? Parce que jusqu'à quand les Congolais vont subir l'injustice? Jusqu'à quand les Congolais vont se sentir sans défense? Et jusqu'à quand les Congolais vont continuer de souffrir? Nous sommes dans notre pays. Il y a des textes qui ont été signés entre la GECAMINE et l'entreprise KCC. Ce que nos parents demandent, c'est le respect. Comme eux, ils n'ont pas, en tout cas, la force à ce que leurs droits soient respectés. Voilà pourquoi l'Assemblée provinciale s'est saisie de ce dossier. Mais dans tout ça, ce que nous devons, en tout cas, corriger, c'est le fait que l'exécutif, c'est lui qui gère la province ou même le pays au quotidien. Nous avons un commissariat de prévoyance sociale ainsi que de travail dans la province du Lualaba. Qu'est-ce que ce commissariat a pu faire à l'égard de ces parents qui ont passé plus d'un mois dans des conditions difficiles, réclamant seulement que leurs droits soient respectés, réclamant seulement qu'ils soient remis dans leurs droits? Et l'Assemblée provinciale n'a qu'à convoquer le ministre qui doit s'expliquer. Pas s'attaquer directement à l'entreprise KCC. Vous voyez un peu là où il y a le problème. Oui. Mais ce que nous assistons dans notre pays actuellement, c'est quoi? C'est que vous allez voir que entre l'exécutif et l'Assemblée, ou nos assemblées, il y a une amitié qui s'est créée au point où on ne comprend plus si c'est possible dans cette province qu'un ministre soit interpellé par l'Assemblée provinciale. Dans des cas d'espèce, nous avons vu, c'est l'Assemblée provinciale qui saisit les dossiers et qui veut directement attaquer l'entreprise KCC. Elle a sauté une alors étape. que, oui, il n'y a pas en tout cas de lien direct, parce que KCC, ce n'est pas une entreprise publique. Ce n'est pas la GECAMINE où on peut convoquer un mandataire. KCC, c'est une entreprise qui a engagé des travailleurs et ces travailleurs sont gérés au quotidien par le commissariat ou les inspections du travail. C'est cette interpellation que l'Assemblée provinciale doit en tout cas amener des enquêtes pour savoir où est-ce que ça bloque. Et par là, nous demandons en tout cas à nos autorités d'aider nos parents. Ils ne sont pas fous pour réclamer ce qu'ils sont en train de réclamer. C'est bon. Et dans tout ça, nous demandons à ce qu'on puisse les remettre dans leurs droits afin que justice soit rendue. Merci bien. Nous allons passer au premier thème. Le premier thème de ce débat, la marche de l'opposition congolaise, marche qui a été prévue ce 20 mai à Kinshasa avec un itinéraire bien précis de la part à en croire le ministre de l'Intérieur de la ville-province de Kinshasa, Gratien Tsakala. Mais déjà, sur le terrain, ce samedi 20 mai, on a vu que l'opposition n'a pas respecté l'itinéraire qui a été donné. L'opposition a usé de gaz lacrymogène. Comme on peut suivre Moïse Katumbi, qui est un leader de l'opposition, dans ce quatuor de l'opposition qui a participé à cette marche. En tout cas, Moïse Katumbi se plaint de cette façon de faire du régime de Tshisekedi. Suivons. C'est triste, vous voyez, ils sont en train de tirer avec de gaz lacrymogène. Au début, c'était avec des balles réelles. Et tout ça, c'est M. Tshisekedi, c'est très triste. Nous étions avec lui à l'opposition. Et si on ne doit même pas respecter la population congolaise qui veut marcher parce qu'il y a la vie chère, il n'y a rien qui marche dans le pays, il y a la corruption, c'est triste. Je me pose la question, je crois qu'il doit
revoir ce qu'on se disait dans le temps, que on doit sauver ce peuple congolais et non pas faire mal au peuple congolais. C'est très triste. Si ça venait de quelqu'un d'autre, je serais d'accord, pas Félix. Mais c'est très triste. Cette marche, nous avions annoncé, nous avions eu les 4 points de la marche, disait notre communiqué. Merci, Président. Merci. Nous rentrons sur ce plateau pour analyser et la parole est donnée en premier lieu à Socrate Moutiaïl, qui est communicateur du parti de Moïse Katumbi, qui va essayer de donner son point de vue selon ce scénario qu'il a vu à Kinshasa. En tout cas, ce n'est pas une mèche qui tombe de la soupe. Nous avons connu ce genre de scènes, des scénarios sur le théâtre du spectacle avec les membres de l'UDPS. À l'époque de l'ex-président Joseph Kabila, à chaque marche, on s'attendait toujours à de telles choses et à de telles surprises. Mais cette fois-ci, avec notre Ensemble pour la République, où les 4 leaders de l'opposition se sont réunis en faisant un seul corps pour faire la marche de cette contestation, vous allez bien remarquer qu'on était déjà prêt à savoir que cela finirait toujours ainsi. Parce que d'un coup déjà, nous avons demandé la marche qui devait se tenir le 13 de ce même mois. On ne nous a pas accepté que nous puissions faire cette marche le 13, on nous a renvoyé au 18. Vu que le 17, c'était déjà une journée qui est nationale de l'AFTL, on nous demande le 18 pour que la sécurité nous soit garantie. Et arrivé le 18, les leaders se sont encore réunis ensemble pour dire que non, c'est mieux d'opter pour le 20. Pourquoi le 20? Parce que les 17, les agents qui pouvaient nous donner cette sécurité, qui pouvaient peut-être nous rendre cette sécurité, seront fatigués de la marche du 17. Alors donnons encore 3 jours après les 17. Et le 20, la jeunesse de l'UDPS a opté pour ces 20 aussi faire une marche. Comme la constitution de la RDC n'interdit pas que si une date choisie pour une marche d'un tel parti politique, un autre parti politique n'a pas le droit de demander aussi marche. Ils l'ont accepté et nous avons su que non, la marche ne sera pas réussie. La marche ne sera pas réussie vu la puissance, la force, l'impact qu'a Moïse Katumbi dans la population. Et vraiment, on s'attendait à de telles choses. Mais vous avez entendu le président lui-même, Moïse Katumbi, le dire. Ce n'est pas de M. Félix Tshisekedi, le président de la République, qu'on peut s'attendre à ça. Il est déçu par le... Il est complètement déçu, catégoriquement déçu. Pourquoi? Parce que n'oubliez pas que l'accord de Genève, M. Tshisekedi, M. Katumbi faisaient une seule équipe. Et aujourd'hui, si M. Katumbi se retrouve dans le camp de l'opposition, donc Tshisekedi doit déjà se mettre d'accord de savoir que non, Katumbi, ici, nous avons travaillé avec lui dans l'opposition et comment les choses fonctionnent dans l'opposition. Mais c'est vraiment déplorable. Nous sommes tellement déçus pour cette marche. Vous êtes déçus, on va écouter Trésor Mbia qui va donner aussi son point de vue par rapport au scénario des événements qui se sont déroulés ce 20 mai à Kinshasa. Nos amis de l'opposition doivent comprendre ceci. La ville de Kolwezi, c'est une ville qui est gérée. La ville de Kolwezi et de Kinshasa plutôt, c'est une grande ville. On a promis nos amis de l'opposition que reportez votre marche. Dans quel but? De vous assurer une sécurité bien déterminée afin que vous puissiez mener votre marche ainsi que vos allégations dans le rue avec une sécurité bien déterminée. Moi, je pense que ne pas comprendre ce que l'autorité de la ville-province de Kinshasa les a demandé, ça c'est aller à l'encontre de la loi. On ne peut pas aller à l'encontre de la loi parce qu'on vous assure une sécurité bien déterminée. Et le grand problème, c'est lequel on n'a pas barricadé la marche de l'opposition. L'opposition n'a pas respecté l'itinéraire que l'autorité de la ville les a donné. On les a donné de prendre d'autres itinéraires et se sont partis s'imposer dans d'autres itinéraires. Voilà ce qui crée un désordre. Nous voulons juste vous faire voir clairement que la marche de l'opposition a été autorisée. Mais c'est l'opposition, par à travers plusieurs désordres que l'opposition est en train de s'aimer, l'opposition n'a pas pu respecter l'itinéraire les imposés par l'autorité de la ville-province de Kinshasa. Voilà pourquoi les éléments de la police n'ont pas accepté à ce que l'opposition puisse faire ce qu'ils peuvent faire. Ou sinon on peut considérer ça comme un monde sans phare, ni loi, ni quoi. Voilà, l'opposition a été mise d'accord
pour la marche, mais l'opposition ne veut pas respecter l'itinéraire. Voilà pourquoi il y a eu barricade. Oui, justement, Trésor Mbia, déjà le Martin Fayoulou réagissait par rapport à cette décision du gouverneur Ngobila de ne retenir qu'un seul itinéraire pour cette marche. Martin Fayoulou pensait que Ngobila, le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, jouait avec le feu. Non, non. Voilà. Monsieur Léopold, vous devez comprendre avec les téléspectateurs qui nous suivent. C'est bien M. Ngobila qui connaît bien la ville de Kinshasa. Même sans marche, vous-même, vous regardez les embouteillages qui sont à Kinshasa. Mais si on vous donne cet itinéraire, c'est pour éviter aussi certains dégâts liés aux embouteillages. Voilà. Exprimez, marchez, vous allez marcher. Et vos voix seront écoutées et entendues partout. Et vos réclamations vous seront encore accordées si votre marche respecte l'itinéraire. Voilà. Donc, selon vous, c'est Ngobila qui maîtrise le mieux la gestion de la ville de Kinshasa. Le fait qu'il ait choisi cet itinéraire-là, c'était au bénéfice de l'opposition. C'est au bénéfice de l'opposition et au bénéfice du peuple congolais pour éviter des embouteillages. On va vous redonner la parole, Socrate Mouchaïl. Je sais que vous avez beaucoup à dire. La parole est accordée d'abord à Jotan Chiwit qui va essayer d'équilibrer un peu ce débat. Jotan, on vous écoute. Vous avez entendu Moïse Katumbi qui se plaint de comment les histoires se font dans un régime d'un ancien opposant. Oui, ce que nous devons souligner d'abord, c'est que notre démocratie n'a pas encore beaucoup évolué. Ça, c'est un point qu'il faut souligner. Ça, il faudra que nos amis de l'opposition puissent le comprendre. Aujourd'hui, on ne peut pas organiser une marche et voir cette marche réussie comme si on était en France ou aux États-Unis, dans des grandes ou vieilles démocraties. Et non seulement ça, nous sommes dans une année électorale. Que l'opposition l'accepte ou pas, c'était une démonstration de force pour démontrer à la population que vous pouvez compter sur nous, nous sommes là, parce qu'on a entendu dans la bouche de la majorité que dans ces pays, après l'UDPS, il n'existera plus jamais d'opposition. Et que depuis un temps, on ne sent pas la présence de l'opposition. Et c'était un message que l'opposition a lancé à la majorité que nous sommes là, nous existons, et que la population voyait, nous pouvons faire, on peut barrer route à M. Félix et tout et tout. Et étant dans une année électorale, il y a ce qu'on appelle vous attaquer et on contre-attaque de l'autre côté. Jusqu'à preuve du contraire, c'est M. Félix qui détient le pouvoir, c'est lui qui gère la police, parce qu'on l'appelle commandant suprême des FARDC de la police. Oui. Et étant dans une démocratie qui n'a pas encore beaucoup grandi, c'est qu'on n'aura pas en toute facilité ce que nous voulons, nous en tant qu'opposition. C'est pourquoi à un moment donné, nous devons un peu essayer d'échanger des stratégies. Parce qu'on a vu que du temps de Kabila, il y a des marches qu'on a organisées par l'opposition qui n'ont pas donné un bon résultat. Et au final, la population qui est censée nous accompagner dans ces marches, il y a des gens qui ont vu leur vie perdue, il y a des gens qui ont vu leur bien perdu. Et dans tout ça, il y a cette peur qui règne dans le chef de la population qui, à un certain moment, avant de se lancer dans la rue, se pose beaucoup de questions. Parce que dites-moi, quel est ce leader politique qui est déjà mort lors d'une marche? C'est plutôt le petit peuple. C'est plutôt le petit peuple. Et ce petit peuple est pris en otage par le pouvoir, qui est la police, qui cherche aussi des fois. Parce que la police ne vous dira jamais que non, c'est telle partie qui nous a envoyé pour vous empêcher de marcher, et vont chercher des raisons, comme c'est que le communicateur de l'AFDC a dit, le non-respect des itinéraires. Mais la question que nous leur retournons, oui, c'est laquelle? Est-ce que c'est dans seulement les voies non respectées que la police a empêché la marche? Ça, c'est la question qu'il faut se poser. Et si et seulement si, et même dans les voies autorisées par l'autorité provinciale, et que la police a encore intervenu, parce que nous avons tous suivi, c'était presque dans tous les itinéraires qu'il y a eu ces blocages, les gens voulaient avancer et on les a bloqués. Est-ce que ce n'est pas une raison de trop pour cacher quelque chose qui, comme nous sommes dans une année électorale, on essaie d'empêcher aux autres de faire ce qu'ils ont à faire? Parlons du report de la marche. Il y a quelque chose qui me vient en tête. Pendant que l'Union sacrée de la nation était en train de préparer sa sortie officielle, est-ce que la ville de Kinshasa était-elle en paix? Il n'y avait pas de cris ou de bruit ça et là. Mais on a vu
la manifestation s'est déroulée sans problème. Mais 2 semaines après, l'opposition s'est dit, nous voulons aussi marcher. On dit non, il n'y a pas de sécurité. Or, ce n'est pas un jour avant que l'opposition a écrit à l'autorité que nous voulons marcher. Plusieurs jours avant. Plusieurs jours avant. Et si je ne m'abuse pas, même avant la sortie officielle de l'Union sacrée, cette lettre était déjà dans le bureau de l'hôtel de ville de Kinshasa. Pourquoi? D'où était venu? Quand est-ce qu'on a appris qu'à Kinshasa, il y a une insécurité pour qu'on puisse attendre? Et même les 1 semaine qu'on a accordée, est-ce qu'il y a eu un point de presse où M. Ngobila a dit à la population que voilà, nous avons arrêté tel nombre de bandits ou tel nombre de fouteurs de troubles et voilà maintenant, l'opposition peut maintenant marcher. C'est là que j'ai dit, il y a des choses que nous devons améliorer du côté de l'opposition. C'est que l'histoire des marches, ça n'apporte pas de bons résultats. Il faut qu'on essaie de changer de stratégie. Parce que vous allez même voir la conférence de presse du VPM, M. Vital Kamerhe, qui dit, laissez-les marcher. Nous allons voir si après leur marche, les prix vont diminuer. Or, les communicateurs de l'FDC nous rassurent ici que les revendications que l'opposition va donner seront prises en compte. Mais déjà à l'entrée des jeux, le vice-premier ministre nous dit ceci, laissez l'opposition marcher et nous allons voir si après leur marche, dans cette position de Vital Kamerhe, est-ce qu'il s'en fout ou plutôt il s'en fout? C'est ce que j'ai dit, l'opposition doit changer de stratégie. Il s'en fout, c'est comme qui dirait, faites votre théâtre, faites tout ce que vous avez à faire là-bas. Or, au final, il faut qu'un mémo soit déposé. Et les gens qui sont habilités à appliquer ou à exécuter ces mémos, ce sont des gens qui sont au pouvoir, le gouvernement par exemple. Or, on vous dit déjà d'avance que tout ce que vous allez faire au final, en tout cas, n'apportera aucun bon résultat. C'est là que j'ai dit, il faudra qu'il y ait, pendant cette année électorale, qu'il y ait de la tolérance. Nous devons voilà en tout cas mettre le Congo au centre de tout. Vous allez voir qu'il y a l'opposition qui essaie de montrer sa force. Il y a la majorité qui essaie de dire que non, vous n'êtes rien, etc. Et au final, on doit essayer d'analyser, est-ce que les revendications de l'opposition sont-elles fondées ou non? D'abord, à ce niveau-là. On va rentrer dedans. On donne d'abord la parole à Socrate Mouchaïl qui a quand même beaucoup à dire après tout ce que les 2 autres co-débatteurs ont dit. En fait, quand un parti politique arrive au point de demander une marche, cette marche, souvent, dans la plupart des cas, la marche est toujours une contestation. Donc, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui n'avance pas. Alors, comment est-ce que nous pouvons formuler notre langage pour montrer au visage du monde entier que non, nous avons un problème qui est vraiment primordial plutôt. Vous voyez, c'est pour cela l'opposition s'est réunie à Lubumbashi pour se fixer une date. Et se fixer une date pour faire cette marche afin que le régime de M. Tshisekedi puisse voir que dans les chefs de la population, il n'y a que des larmes, il n'y a pas de sourire. Comme notre co-débatteur venait de le dire à présent, il a dit un mot qui m'a tellement tiqué, c'est « nous ne voyons pas le Congo, nous voyons d'abord nous-mêmes ». Il y a un bien, il y a un patrimoine à protéger. Ce patrimoine, c'est quoi? C'est la RDC. Donc, si nous voyons seulement les régimes des Ensemble pour la République qui est au pouvoir, là, nous ne travaillons pas pour la nation. Nous travaillons pour un individu qui est Moïse Katumbi. Non, nous contestons contre les régimes en place. Comme l'a dit le VPM, M. Vital Kamerhe, c'est une façon de nous insulter. C'est une façon de nous insulter, dire à la face du monde que non, faites votre marche et après demain, allez sur les marchés si vous allez trouver, à titre d'exemple, un sac de farine à 10 000 francs. Donc ça montre déjà qu'à leur niveau, Bakou Fana Bango, comme les Kinois le disent eux-mêmes, Bakou Fana Bango, qu'ils meurent de leur mort. C'est quelque chose que la population tout entière, moi je me dis, même les gens de l'IDPS eux-mêmes, je ne sais pas s'ils sont sourds d'oreilles ou ils sont aveugles. S'ils ne savent pas voir que non, nous souffrons, nous regardons seulement l'intérêt du parti. C'est nous qui dirigeons. Ce n'est pas ça qui va apporter solution au problème de la RDC. Arrêtons d'abord de voir ce que nous sommes. Voyons d'abord le patrimoine.
notre patrimoine, qu'est-ce que nous allons léguer à notre progéniture si nous continuerons toujours à gouverner de cette façon? C'est la question majeure qui, Ensemble pour la République, se pose. D'accord, on va vous redonner la parole donnée à Trésor Mbia qui va Trésor Mbia, quand on regarde de l'autre côté, il y a 2 marches qui sont prévues à Kinshasa, une marche de l'opposition, celle dont on parle, mais il y a aussi la marche de la jeunesse de l'UDPS. Cette marche n'a pas connu elle n'a pas été étouffée, ils ont très bien marché. Est-ce qu'il y a une sorte de 2 poids 2 mesures dans la façon de gérer cette marche de la police, ou plutôt l'UDPS a respecté l'itinéraire qui avait été prévu? Monsieur Léopold, écoutez, les téléspectateurs qui sont en train de nous suivre doivent connaître ceci. Premièrement, nos amis qui sont à l'opposition n'ont pas été faits pour être à l'opposition. Ils ont commencé d'abord par biaiser la procédure. On ne demande pas une marche, on informe l'autorité de la marche. Mais ça a été fait. On informe, on ne demande pas. Sur l'air concerne, c'est mentionné demande d'une marche, ce n'est pas information de la marche. Deuxièmement, vous devez vite comprendre que la marche qu'a tenue la jeunesse de l'UDPS, c'est une marche qui a été informée et la jeunesse a respecté l'itinéraire donné par l'autorité de la ville. C'est pourquoi elle n'a pas été. Vous comprenez? C'est pourquoi est-ce que cette marche là-bas n'a pas été barricadée. Voilà pourquoi il y a une chose. Nous ne pouvons pas développer un comportement déviant devant la population congolaise. Il y a des gens matures qui sont en train de nous suivre. Moi, je ne pensais pas que si réellement nos amis de l'opposition avaient nécessairement respecté l'itinéraire, je ne pense pas qu'en aucune minute la marche pouvait être barricadée. Voilà, aujourd'hui, ils sont en train de parler de n'importe quoi parce qu'on ne comprend pas absolument rien. Je reviens au propos que vient de dire mon très cher co-débatteur ici. Mais le VPM chargé de l'économie n'a pas dit ça. N'a pas dit ça. Moi, je jette toutes ces allégations. Voilà pourquoi, même avant-hier, il y a eu maintenant l'organisation officielle entre les 2 États. Parce que le grand problème que nous connaissons aujourd'hui dans les grands Katanga, en République démocratique du Congo, c'est la pénurie de maïs, qui est notre aliment de base. Il y a eu maintenant des versements d'argent entre le gouvernement congolais et le gouvernement zambien dans des voies qui sont officielles. Non, la question plutôt c'est que quand ils réagissaient à la marche... Ils disent ceci, ils disent que non, le VPM de l'économie a dit que même s'il marchait comment, on verra si les biens de première nécessité vont descendre le prix. Ce n'est pas ça. En fait, il s'attaquait au contenu de la marche. Alors, écoutez, il est dans votre voie, oui. Il s'attaquait dans le contenu de la marche, mais voilà est-ce que les solutions qui sont en train de se faire, elles ne rejettent pas les coups d'œil de l'autre côté. Est-ce qu'ils sont déjà informés que les 2 gouvernements se sont réunis pour donner la solution pour que le bien de première nécessité puisse baisser les prix? Voilà. C'est la question qu'on doit se poser. Voilà. Mais quand, par exemple, Franklin Tchamala, qui est le secrétaire général du LGD, il dit que Félix Tshisekedi, il a dit en tout cas lors de cette marche, il dit que Félix Tshisekedi est en train d'instaurer un régime autoritaire. Que pensez-vous de propos de Franklin Tchamala, étant donné que les gaz lacrymogènes ont été Écoutez, les Congolais doivent comprendre ceci. Si nous voulons aller de gauche à droite, et d'ailleurs, c'est la toute première fois d'une voix officielle dans ce pays que la marche de l'opposition a été quand même autorisée. Je vous informe, nous sommes avec vous sur ce plateau. C'est pour toute la première fois que les pouvoirs en place autorisent à l'opposition de tenir une marche et en traçant plutôt l'itinéraire pour l'opposition et en mettant même les éléments de la sécurité. Quand bien même que vous connaissez que la ville de Kinshasa, c'est une ville pleine de l'insécurité compte tenu des phénomènes Koulouna. Les éléments de la police qui sont détachés de leur poste pour accompagner nos amis de l'opposition. De l'autre côté, c'est l'insécurité qui va s'abattre. Voilà pourquoi que je vais répondre pour dire que ce n'est pas un régime autoritaire, c'est un régime de la démocratie qui s'installe petit à petit. Car moi et vous, personne sur ce plateau ne peut jamais me contredire. Aucune fois, une marche de l'opposition dans ce pays a été jamais accordée. C'est dans ce régime qu'on a accordé la marche de l'opposition. Voilà pourquoi la démocratie s'installe dans le pouvoir de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Communicateur de l'AFDC, Trésor Mbia, on va vous redonner la parole. Est-ce que, Jotan Tchibouid, vous pensez que cette marche
les raisons, en fait, les revendications n'étaient pas tout à fait debout. Quand par exemple on condamne l'insécurité, mais on ne condamne pas clairement l'agression dont la RDC est victime par rapport au Rwanda. Oui, en lisant toutes les revendications de l'opposition qui a marché ce samedi 20 mai 2023, il y a l'insécurité qui est déplorée, mais d'un autre côté, la majorité au pouvoir accuse l'opposition d'être complice de l'agresseur. Oui. Bon, pour eux, c'est qu'ils pensent quoi? Parce qu'ils sont partis d'un fait historique. Okay? Pour eux, les M23 étaient déjà partis. Parce que j'ai suivi le propos de M. Matata, qui dit que les M23 étaient partis et que depuis un temps, quand M. Félix a commencé à gouverner ce pays, on n'avait pas entendu parler du M23. Depuis après un petit moment, ils sont revenus. Et pour eux, la question qu'ils se sont posée, comment est-il revenu s'ils étaient déjà partis? Et pour eux, le problème, c'est M. Félix. Donc si M. Félix, ça ce sont les quelques hypothèses de l'opposition. Oui. C'est que c'est lui qui a fait venir le M23 et qui leur a donné la force. Aujourd'hui, c'est le régime de M. Félix. Alors, pour que le M23 puisse partir et que la sécurité revienne à l'est de notre pays, il faudra que M. Félix puisse partir. Ça, ce sont les propos ou la façon dont l'opposition est en train de voir les choses. Justement. Et en même temps, vous allez trouver que quand on prend M. Fayoulou, tout le temps, il était parmi les opposants qui étaient en train de s'étonner du rapprochement de M. Félix et de M. Paul Kagame, par exemple. Et il a vraiment condamné plusieurs. Je ne sais pas la manière dont la majorité veut que l'opposition puisse condamner Kagame. Il faut aller les gifler, ou bien il faut continuer à citer son nom dans toutes les tribunes, dans toutes les sorties médiatiques pour voir vraiment qu'ils sont en train de condamner le Rwanda. Et même, actuellement, ils ne peuvent pas, en tout cas, pointer l'accent sur la personne de M. Kagame. Parce que nous sommes en train de faire la politique, pas internationale, mais la politique entre l'opposition et la majorité, c'est une politique nationale. Ça se passe au niveau de notre pays. Et ils sont en train de voir les méfaits ou bien les causes. Donc parmi les causes de l'insécurité dans notre pays figure le régime actuel, peut-être entre guillemets, qui a mal négocié les accords à gauche, à droite, selon ce que l'opposition est en train de dire. Ce que j'aimerais aussi ajouter aux communicateurs de l'AFDC, c'est que, vous savez, vous n'avez pas à conclure que c'est dans ces régimes où la marche a été autorisée et tout ça, et tout ça, et tout ça. Non! Le régime qui a apporté la démocratie selon ça, en tout cas, nous ne l'acceptons pas. Alors, la question que nous vous posons, vous voulez dire que toutes les marches que l'IDPS a organisées dans ce pays, dans ces marches où Rosny a même perdu sa vie, Thérèse est morte, qui avait autorisé cette marche? Il y avait autorisation. Et l'ancien régime, vous avez aussi accusé du non-respect des itinéraires. C'était ça. Ça c'est la même chanson. Mais ne nous dites pas que ça, en tout cas, permettez-moi le terme, ça c'est le fanatisme. On ne peut pas conclure sur ces plateaux que M. Félix est le premier président de la République démocratique du Congo à avoir organisé une marche. Et même, quelqu'un a écrit sur Internet que si nous pouvons faire de si M. Félix pouvait marquer de points au niveau de la démocratie, il pouvait seulement laisser cette marche se dérouler sans problème. Peu importe le non-respect des itinéraires et tout ça, il pouvait marquer beaucoup de points. Mais le fait que l'opposition a déjà porté des intentions sur le régime de M. Félix, ils se disent que non, avant Kabila égale après Kabila. Voilà pourquoi vous avez vu la réaction de M. Katumbi en train de dire que pas Félix. Pourquoi? Parce que quand ils étaient dans l'opposition, ils ont dit non. Regardez ce que M. Kabila est en train de faire. Le monsieur est en train d'empêcher aux gens de marcher. Si aujourd'hui les gens ne marchent pas encore, c'est que les combats qu'ils ont menés ensemble, c'est un combat qui est vraiment nul. Voilà, il y a quelque chose, Socrate Mouchaïl, vous qui êtes communicateur d'Ensemble pour la République, on vous reproche de ne pas indexer clairement l'agresseur de la RDC.
Vous marchez contre l'insécurité, mais cette insécurité, c'est l'insécurité urbaine. Il y a le banditisme au Katanga, il y a le banditisme à Kinshasa, mais vous ne savez pas parler de l'agresseur, celui qui agresse l'Est de la RDC. Et donc, on vous voit comme si vous êtes complice de cette agression-là. Aujourd'hui, nous sommes traités de tous les maux ici en République démocratique du Congo. Bien avant de répondre à cette question, monsieur le journaliste, vous devez vous rappeler qu'il n'y a pas 2 semaines, 3 semaines passées, on a traité Moïse Katumbi de la main noire. C'est lui qui freine tout. C'est lui qui bloque tout. Jusqu'au tel point de dire que non, la farine ne se vend pas, les taxes, la frontière zambienne, c'est Moïse qui bloque tout ça. Mais allez-y comprendre que ce sont des conceptions non fondées. Moi, je pense que le régime actuel qui est au pouvoir, je m'adresse directement à l'UDPS, il doit voir la vérité en face. Non, mais M. Jambi a dit que c'est le premier régime qui autorise. D'abord, rectificatif à mon confrère ici, ce n'est pas le régime qui autorise, mais c'est plutôt la Constitution. C'est la Constitution de la RDC qui garantit ces pouvoirs-là de marcher. Ce n'est pas le régime qui donne accord à cela. Nous devons d'abord retourner là-bas. Parce que la Constitution, elle demeure, elle demeurera. Mais un régime peut passer. La Constitution, elle est têtue. C'est elle qui nous garantit cette marche. Ce n'est pas le régime. Et dire que c'est le premier président qui a accepté qu'une marche soit faite de l'opposition, moi, bravo, si Tshisekedi, vraiment, il est le premier à le faire. Mais moi, étant Congolais naissant ici, je pense que c'est faux. C'est archi faux. Et ce n'est pas quelque chose qui doit tenir. Moi, pour revenir à votre question, l'itinéraire, quand nous avons demandé la marche, quand un parti politique demande une marche, nous avons besoin de la masse. Et donc, vous voulez qu'on accepte, que l'autorité publique accepte tout ce que vous proposez? Écoutez-moi. Oui. La violation de quoi? De biens de la population, pillage, casser des vitres, interdisez-nous cela. Si nous pouvons faire une marche qui ne donne pas contraint à personne et laisser cette marche aller de l'avant. Est-ce que vous vous imaginez comme si, prenons notre ville de Kolwezi, un parti politique comme Ensemble pour la République veut passer une marche ici pour une contestation et vous lui donnez l'itinéraire d'aller à Moussokantanda? Oui, mais ils peuvent vous dire, vous n'allez pas à la cité Manika parce que là, il y a beaucoup de monde, vous risquez de... Et si notre parti politique, c'est là-bas qu'il est populaire, qu'allons-nous faire? Est-ce que vous voyez que tout ça, c'était des manœuvres pour que nous ne puissions pas faire cette marche? Bravo, ils ont réussi. Il y a des balles, des coups réels, comme le président lui-même, Moïse Katumbi l'a dit, il y a des balles, des coups réels, il y a des bombes lacrymogènes. Tout ça, c'est pour contraindre. Est-ce que, comme monsieur de l'État civil qui nous a dit, est-ce qu'avant Kabila n'est pas toujours égal à Tshisekedi? Tout ce que nous sommes en train de voir. C'est une question à se poser. Oui, c'est une question à se poser. De fil en aiguille, on va passer au deuxième thème de ce débat. On va quitter la politique de contestation de la rue. Enfin, la contestation continue parce qu'on va parler de l'audit électoral qui est mené au niveau de la CENI. On va parler du processus électoral. On va essayer de voir la façon de faire les choses de Denis Kadima, qui est le président de la CENI. Après l'enrôlement, on est au niveau de l'audit externe, l'audit électoral. Les experts doivent voir est-ce que le nombre des enrôlés est exact, est-ce qu'il n'y a pas de doublons, est-ce qu'il n'y a pas de fictifs, est-ce qu'il n'y a pas de mineurs. C'est à cette étape. Mais enfin, la MOE Senko ECC condamne la façon de faire les choses de la CENI. Nous allons suivre rapidement Denis Kadima, qui est le président de la CENI, qui effleure un peu ses côtés de l'audit électoral dans ce propos qui a été recueilli par notre correspondant en Kinshasa, Félix Matodi. Ça sera la fin de l'audit externe du fichier électoral. Et durant cette période, nous allons aussi publier les statistiques électorales par rapport à l'enrôlement des électeurs. Et puis nous allons préparer le projet de loi sur la répartition des sièges. Si vous voyez de près, vous allez voir que les dates sont respectées scrupuleusement, pour ne pas dire religieusement. Alors, je ne peux que dire que cela est le résultat de l'efficacité de
tout le monde ici, y compris dans les provinces et les territoires, et cet esprit d'innovation. Cette formation devra se baser sur les leçons apprises de l'expérience que nous venons de finir. Cette opération va nous servir de pont entre la RFE et tout ce qui a trait au scrutin. Donc nous allons continuer à fignoler nos stratégies pour ne pas commettre l'erreur, parce que vous savez vous-même, le scrutin, ce n'est pas comme la réforme du fichier électoral qui nous a pris près de 2 mois. Là, c'est un jour. Donc nous devons vraiment être, je vais le dire, je ne le dis pas avec manque de considération, mais nous devons être vraiment sérieux. Quand nous recrutons, quand nous formons, nous le faisons avec les meilleurs possibles pour que l'activité se passe bien. Nous revenons sur ces plateaux en donnant premièrement la parole à Trésor Mbia. Trésor Mbia, communicateur de AFDC. Comment vous trouvez cette façon de faire du président de la CENI, lui il s'étargue, il se loue d'une certaine efficacité dans sa façon de faire les choses? Merci beaucoup, M. Léopold. Les Congolais doivent comprendre que M. Kadima est très pragmatique. M. Kadima n'est pas théorique. Voilà même pourquoi, quand bien même que la CENI avait contacté l'OIF pour faire l'étude, l'audit externe du fichier, l'OIF a accepté, mais selon les calendriers, les jours que M. Kadima a donné, l'OIF n'a pas pu faire l'audit du fichier externe. Voilà, pour qu'il n'y ait pas ce que nos amis de l'opposition peuvent appeler glissement. Les raisons de M. Kadima sont telles que nous prenons les experts que nous avons sélectionnés, qui sont au nombre de 5, dont 3 qui sont nationaux et 2 qui sont internationaux de l'extérieur, pour travailler l'audit du fichier externe du 15 au 20. Je pense que c'est le 20 que cette mission là-bas doit terminer. Et j'ai même suivi Bintou Keïta, qui a dit à M. Kadima que non, quand vous avez sélectionné ces 5 experts, vous devez prendre en compte les recommandations qu'ils vont vous donner. Et M. Kadima est d'accord pour prendre les recommandations de ces 5 experts. Nous, ce que nous devons comprendre, ce que nos amis de l'opposition doivent comprendre, que M. Kadima veut rester dans les délais constitutionnels pour organiser les élections de décembre 2023. Rappelons quand même qu'il continue à respecter le calendrier, comme il l'a dit lui-même. Jusqu'ici, il n'y a pas de retard sur le calendrier. Jusqu'ici, il n'y a pas encore de retard. Il n'y a jamais eu de retard et il n'y aura pas de retard. Voilà, on va passer la parole à Jotan Tchibouid. Jotan Tchibouid, on sait qu'il la CENI s'est trouvé une formule. Suite au refus de l'OIF de faire l'audit externe du fichier électoral, la CENI a recruté, comme Trésor Mbia le disait, 2 experts internationaux, dont la vice-présidente de la CENI de l'Afrique du Sud, qui est venue pour cette opération, et 3 Congolais qui ont quand même l'expérience en matière. Comment vous trouvez cette formule de la CENI? Ah oui, M. Léopold, j'aimerais un peu répondre à l'intervention du communicateur de l'AFDC. Oui. Je me demande, la CENI, c'est la Commission électorale nationale indépendante. Monsieur nous rassure ici qu'il n'y aura pas de retard, il n'y en aura jamais. Je me pose la question, qu'est-ce qui vous pousse en tout cas à prendre cette position alors que notre arbitre dans cette activité électorale, c'est M. Kadima. C'est un arbitre et nous sommes d'un camp. Et plutôt, il y a un camp de l'opposition et un camp de la majorité. D'où est venu cet esprit de vouloir à ce que la majorité devienne un donneur de leçons une fois que l'opposition qui a derrière le droit, comme il a dit, il y a des revendications qui seront données. Vous allez voir que toutes les fois où l'opposition peut mettre en question un exercice dans l'organisation de ces scrutins, vous allez voir que ça fait très mal à la majorité. Moi, c'est la question que je me pose. Non, mais là, il n'est pas leur agent. Non, non, il n'est pas votre agent. Il n'est pas votre agent. On va vous redonner la parole. Il a un agenda qu'il est en train de mener. Oui. Et on vous pose la question, et s'il y a maintenant un retard, par exemple, vous allez revenir sur ces plateaux pour vous dire que vous étiez trompé. Non, mais donc, cette certitude-là vient d'où? Oui. On dirait que, vous voyez par exemple, tel que vous êtes là, oui. Ok? Je n'étudie pas avec vous, je ne sais pas ce qui se passe dans votre classe. Est-ce que je peux venir citer que non, tel est intelligent, il ne peut jamais échouer à cet exercice ici?
pendant que je ne suis pas son professeur et je n'étudie pas avec lui. Et d'où est venue cette certitude? Et vous allez voir que c'est là que je parle de la tolérance. Oui. Où il faut que nous essayons un peu d'équilibrer le tout. Le fait de donner une note, je me rappelle dans une des émissions sur ces plateaux ici, on avait posé la question à un membre de l'opposition de l'UDPS. On lui pose la question, vous donnez quelle note à M. Kadima par rapport à l'organisation d'abord de l'enrôlement? Il a donné une cote de 5 sur 10, monsieur. 5 sur 10. Et il a donné des éléments. Et je m'étais trouvé que non, ça en tout cas c'est une bonne façon de faire les choses. Ça va faire en sorte que M. Kadima améliore certaines choses. Mais s'il y a certaines personnes qui viennent, ils donnent des codes de 10 sur 10 à M. Kadima. Voilà. Non, mais aussi longtemps que Kadima respecte le calendrier électoral. Quoi ça? Kadima jusqu'ici respecte le calendrier électoral. Là, je n'ai pas de problème. J'interviens par rapport à... Il nous projette dans l'avenir, il nous dit il n'y aura pas. Au vu du présent. Il n'y aura pas. On ne sait pas. C'est présent, bien. Rapidement. Voilà pourquoi je réponds rapidement. Je vous dis, jusqu'à présent, si M. Kadima a refusé de recevoir l'OIF, parce que l'OIF a demandé plus de 50 à 60 jours. Okay. Voilà que M. Kadima dit, si vous allez de plus de 50 à 60 jours, nous ne serons pas dans le calendrier normal. Jusqu'à présent, je vous rassure que, selon même les dires ainsi que la personnalité de Kadima, il veut à tout prix que les élections se tiennent le 20 décembre 2023. Okay. Jusqu'à présent, il n'y a aucun retard remarqué. Voilà pourquoi je suis sûr et certain qu'il n'y en aura jamais de retard dans les processus électoraux. On ne va pas faire un débat sur la conjugaison. J'aimerais un peu chuter, tout en disant ceci. L'exercice qui est en train de se faire, c'est vraiment très normal. Ok? Monsieur Kadima essaie de se mettre à l'abri de toutes les mauvaises illusions que peuvent lui porter le peuple congolais. Parce que dès le départ, il y a un camp qui fait de lui le super expert d'organisation des élections. Et il y a un autre camp de l'opposition qui dit que non, on l'a placé là-bas pour faciliter les glissements. Et ce qu'il est en train de vouloir faire, en tout cas, moi je ne peux que saluer cela. Parce qu'il se met à l'abri de tout ce qu'on peut dire comme illusion. Il a fait un travail et les auditeurs, quand ils vont arriver, ils vont soit affirmer les chiffres que M. Kadima nous a présentés, de plus de 46 millions d'enrôlés. Et après, c'est tout à fait normal. Si je peux donner un conseil aux gens de l'opposition, s'il arrivait qu'on nous dit que non, nous n'avons enrôlé que 4 millions et 40 millions par exemple, donc il y aura un déficit de 6 millions, n'est-ce pas? Justement. Ne sautez pas vite qui dire que non, M. Kadima a échoué, voilà, il préparait déjà un glissement. Non, c'est un problème technique qui peut arriver. Ce sont des choses dont notre pays n'en a pas encore beaucoup de moyens pour faire un travail vraiment qui est irréprochable. Sur ces points-là, nous allons attendre les résultats que vont nous présenter les experts qui ont été contactés et voir les résultats qui vont nous présenter. À partir de ces résultats-là, nous allons encore revenir pour essayer d'éclairer à notre opinion nationale. Voilà, Socrate Moutchaïl, vous avez la parole. Vous avez entendu ce débat entre Trésor Mbia et Jotan Tchibouit sur cette confirmation de Trésor Mbia sur la façon de faire de la CENI. Mais il faut déjà rappeler que la CENI continue à respecter son calendrier jusqu'à ce jour. Si vous dites que la CENI continue à respecter son calendrier jusqu'à ces jours, donc je ne sais pas si votre mémoire devient encore moins faible, parce que nous devons d'abord nous rappeler que la limite de la prise de carte d'électeur a été reportée à combien de fois? Et ça, vous n'emmagasinez pas ça dans le non-respect du calendrier. Commençons d'abord par là. Combien de fois on a reporté? Nous avons demandé 2 semaines. Il y a encore beaucoup d'électeurs qui n'ont pas encore reçu leur carte, tout ça, tout ça. Tout ça, vous devez mettre ça dans les cahiers des charges de la CENI. C'est déjà un non-respect du calendrier. Et c'est là, même si mathématiquement, les dates n'ont pas été entamées par l'opération. Oui, les dates n'ont pas été entamées par l'opération, comme l'a dit Jotan Tchibouit. Monsieur Jotan Tchibouit. Donc, le pays, la République démocratique du Congo n'en a pas le moyen pour nous faire des éloges pareils. Parce que moi, en 2000, il y a 4 ans passés, j'ai assisté aux élections qui a mis le président Cyril Ramaphosa comme président de l'Afrique du Sud. À l'époque, j'étais à Cape Town. Oui. Vous voyez que c'est ça les élections. Il y a même du mal à quelqu'un de contester qu'il y a glissement, il y a ceci, il y a cela. À la SABC, qui est la chaîne nationale de l'Afrique du Sud, nous voyons déjà les tempérances et les courbes en temps réel. En temps réel. Et ça n'a pas pris 24 heures. Nous savons que Cyril Ramaphosa a bâti Julius Malema.
Donc vous comprenez que les choses au Congo, c'est le fanatisme. Quand on est militant, nous sommes militants d'un parti politique, nous ne savons pas voir la réalité en face. C'est ce qui détruit même ces pays. Parce que même devant notre président, nous avons du mal à lui dire la vérité que non. Monsieur le président, si vous procédez comme ça, ce n'est pas l'intérêt. Et ça ne soigne même pas l'image du parti. Il ne faut pas dire que M. Kadima, il a réussi à faire trop d'éloges. Mais il y a des choses qu'en coulisses, et même lui-même, M. Kadima, conscient qu'il est, humain qu'il est, il s'est dit qu'ici, on a barricadé un peu les choses. Voilà la deuxième question. Un peu rapidement, Socrate Moutchaïd, vous allez conclure. La Senko et l'ICC, c'est des grands observateurs sur la matière électorale. Ils disent qu'ils ne comprennent pas pourquoi Denis Kadima peut lui-même recruter des gens, c'est comme vous recrutez des professeurs qui vont venir vous interroger vous-même. Ils ne comprennent pas qu'ils voient comme si la CENI est dans une sorte de manœuvre, vous recrutez des gens qui viennent contrôler l'opération que vous-même vous avez effectuée. Est-ce que vous ne trouvez pas que les personnes recrutées par la CENI ont répondu à l'appel de M. Kadima de la Senko, dans le sens où c'est la Senko qui devrait être la personne la mieux placée pour prendre les places de ces gens. Parce qu'eux au moins connaissent les réalités dans ces pays. Et vous nous prenez quelqu'un qui vient des États-Unis pour finir les problèmes du Congo en termes électoraux. Moi je pense que la Senko est quoi? La Senko et l'ECC. Et l'ECC, ce sont des organisations qui sont mieux placées. Il fallait leur donner cette proposition, qu'ils assistent à ces élections pourvu que, même si nous nous attendons à un glissement, parce que dans notre match d'aujourd'hui, c'est 20 mai, le président de Ensemble pour la République, M. Moïse Katumbi, a dit non aux élections chaotiques. C'est déjà le chaos qui se manifeste. Mais si vous ouvrez grandement vos yeux, vous verrez que c'est le chaos qui est en train de se manigancer. C'est comme si c'était un mort, un cadavre qu'on était en train d'embellir pour qu'on lui redonne la vie. Non, il reste cadavre. Voilà, merci bien, nous considérons ça comme votre conclusion. Trésor Mbia, est-ce que, comme vous le disiez bien, à partir de cette efficacité de la CENI, même si la Senko et l'ECC critiquent le fait que la CENI ait recruté des gens qui viennent la contrôler. Monsieur Léopold, vous devez vite comprendre que moi d'abord, qui suis communicateur de l'AFDC Lualaba 1, que dirige l'honorable Robert Chipundu Mbaku, il y a des préalables à ce qu'on appelle l'offre. Par exemple, vous tel que vous êtes là, mes amis ne peuvent pas être contre moi. Si vous voulez recruter un journaliste, il n'y a que vous qui êtes habilité de poser les questions journalistiques. Vous ne pouvez pas recruter un ingénieur chimiste parce que vous n'êtes pas chimiste. Est-ce que la Senko a l'expérience en matière des experts dans le fichier, dans l'étude du fichier externe? La Senko, c'est l'Église. C'est l'Église, voilà les histoires pareilles. Si la CENI a recruté, c'est parce qu'ils sont compétents et c'est leur matière appropriée. Voilà pourquoi l'incompétence ratione temporius peut faire tomber des histoires dans des chaos. On ne peut pas donner à un ingénieur le recrutement d'un journaliste. Voilà pourquoi la CENI, si elle est arrivée à recruter ces 5 experts, c'est parce qu'elle est habilitée en la matière. Voilà, merci bien Trésor Mbia. Votre conclusion, Jotan Tchibouid, est-ce qu'il y a de quoi parier sur la fiabilité du travail qui va être effectué par les 5 experts? Oui, en tout cas, par rapport au travail qui sera effectué par les 5 experts, c'est là que j'ai dit, nous devons en tout cas nous donner le temps. Oui. Okay? Nous devons être encore une fois tolérants vis-à-vis même de M. Kadima qui est en train de faire son travail. Ce que nous ne voulons, c'est que d'un côté, on critique sans voix, de l'autre côté, on supporte sans avoir la raison ou l'habilité de ce que M. Kadima est en train de faire. Oui. Par rapport à la CNCO et à l'ECC, vous allez trouver que ce sont les premières organisations à s'opposer déjà à l'entérinement de M. Kadima. Merci. Donc je ne vois pas en tout cas M. Kadima revenir encore auprès d'eux, sinon ça risque encore de retarder son calendrier. Merci bien chers invités, merci, ça a été un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Merci auditeurs et téléspectateurs de Mikuba Radio-Télévision, merci surtout de rester fidèles à nos programmes.